Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour un bilan lecture dans lequel je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai faites durant le mois de juillet. On commence par une pièce de théâtre. J'ai lu Edmond de Alexis Michalik que j'ai ici dans une édition chez Magnard. C'est un ouvrage que j'ai acquis il y a déjà un sacré bout de temps et je l'ai reporté de pal en pal. J'arrivais pas à le sortir et enfin j'ai lu cette pièce. On va être ici avec le protagoniste principal qui est Edmond Rostand, qui est l'auteur de la célébrissime pièce Cyrano de Bergerac. J'ai trouvé super intéressant que Alexis Michalik mette en scène l'auteur de Cyrano de Bergerac et c'était très chouette à ce niveau-là. On va donc suivre Edmond Rostand qui est désespéré et ruiné par l'échec de sa dernière pièce et il va engager un célèbre acteur, acteur de théâtre pour sa nouvelle pièce parce qu'il faut absolument qu'il remonte la pente. Le seul problème, c'est qu'il n'en a toujours pas écrit une seule ligne. Amour, jalousie, coup de théâtre et héroïsme sont au programme de cette pièce qui raconte les affres du manque d'inspiration et le chemin inattendu vers la gloire. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je crois que c'est la deuxième pièce que je lis de Alexis Michalik. Le nom de la première m'échappe maintenant, je tâcherai de vous le mettre par ici si j'y pense. Et les deux fois, j'ai été conquise, j'ai beaucoup aimé. Et ici, justement, cette manière de mettre en scène un autre auteur de pièces de théâtre, je trouve ça hyper original et pas des moindres avec Edmond Rostand. C'est une très bonne porte d'entrée pour commencer à lire du théâtre, pour ceux que ça pourrait intéresser et qui seraient peut-être un peu intimidés. Sachez qu'il y a du théâtre qui est vraiment très accessible. Ici, c'est vraiment le cas. C'est pas trop long, c'est très accessible, c'est très sympa, on passe un bon moment et voilà, je peux que vous la recommander. Je passe maintenant à une petite déception. J'ai lu La végétarienne de Han Kang, que j'ai dans l'édition Le Livre de Poche, qui a été prix Nobel 2024 quand même. On va être ici avec une jeune femme qui veut devenir végétale. Donc du jour au lendemain, elle décide de jeter toute la viande qu'il y a dans le frigo. Elle commence à avoir un comportement un petit peu étrange, en tout cas pour ses proches, son entourage. Et voilà, l'histoire démarre comme ça. J'ai bien aimé l'idée. J'ai trouvé ça étonnant, la manière dont c'est conté au début, parce que le roman se divise en 3 parties. Et la première partie m'a happée quand même. Je suis moi-même abstinente de viande, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne mange pas de viande, mais je mange je mange toujours du poisson, des œufs, voilà, je ne suis pas végétarienne. Mais je comprenais dans un premier temps la démarche et je trouvais ça intéressant de voir où l'autrice allait nous mener. Et cette première partie, voilà, j'ai assez bien aimé et après ça s'est un petit peu gâté. J'ai commencé à m'ennuyer dans les autres parties et franchement je l'ai terminé un petit peu en diagonale. J'ai beaucoup aimé aussi au début du roman quand elle fait la démarche d'arrêter la viande. Justement, on voit bien les réactions de l'entourage et ça, j'ai trouvé que c'était très bien décrit. Ça paraît anormal. On dirait que la personne va se mettre en danger, que voilà, que c'est pas normal. C'est pas normal de pas manger de viande, c'est pas normal de se comporter comme ça. Et on voit comme l'entourage va même jusqu'à la forcer, la pousser. C'est très oppressant, hein. Et pour avoir un peu vécu ça autour de moi, quand j'ai décidé d'arrêter la viande, j'ai trouvé que c'était très bien décrit à ce niveau-là, mais alors pour la suite, ça c'est, voilà, j'ai été très déçue, c'est retombé comme un flanc, comme un soufflé, et ma foi, je suis bien désolée parce que c'était assez bien parti. J'ai ensuite lu La petite maison dans la prairie, le premier tome de Laura Ingalls Wilder. J'ai décidé de lire un tome par mois pour lire cette saga qui me tient beaucoup à cœur, hein, puisque c'est toute mon enfance. J'adore la série télévisée, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs cette histoire.
Et ça fait un moment que j'ai les livres dans ma pile à lire et je me suis dit, allez, lance-toi. Et voilà, j'ai retrouvé ce petit goût d'enfance, cette ambiance. Après, je dois avouer que par moments, c'est un petit peu... Bon, c'était une autre époque, hein, il faut, voilà, faut l'admettre, c'était une autre époque, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Le traitement parfois des animaux, le traitement des Indiens dans l'histoire aussi, c'est dur. C'est pas toujours, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe, mais bon, voilà, je passe outre parce que je sais que ça a été écrit il y a longtemps et qu'on n'avait voilà, pas les mêmes mentalités. Et bon, je me suis quand même beaucoup plu dans ce premier tome où j'ai trouvé que les personnages étaient quand même assez proches, assez ressemblants de la série. Pour la grande majorité, il y a juste Charles est un petit peu différent. Quelques personnages secondaires aussi sont un petit peu différents physiquement en tout cas. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment et je vais lire durant ce mois d'août le tome 2, bien évidemment. Je ne vous fais pas de résumé de La Petite Maison dans la Prairie, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette série. Sinon, je vous laisserai aller checker sur Internet. Encore une déception et c'est drôle parce que ce livre, il traîne dans ma palle depuis aussi très très longtemps et j'avais beaucoup de mal à y aller. Ah, je sais pas pourquoi, un pressentiment, ça me freinait. Et puis, pour finir, je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Bah, j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Et voilà, j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et il s'agit de Été anglais de Elizabeth Jane Howard, que j'ai dans l'édition grand format. C'est le premier tome de la saga des Casalettes. Et comment vous parler de ce livre? On est dans une saga familiale qui se déroule, en tout cas dans ce premier tome, entre deux guerres. Alors non seulement c'est dense et il y a beaucoup de personnages, mais en plus, alors vraiment ce qui m'a achevé, c'est qu'à un moment donné arrive un élément, il se passe quelque chose dans le roman de très grave, et j'ai trouvé que c'était très peu traité par la suite. Ça passe en fait comme une lettre à la poste. Et je suis allée un petit peu fouiner, parce que je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans le tome 2 si les avis sont pas bons. Et je suis allée un peu rechercher par rapport à ce fait qui se déroule durant le premier tome. Et voilà, j'ai entendu d'autres témoignages, j'ai lu d'autres chroniques qui disent que, en effet, même dans les tomes suivants, c'est pas traité, c'est pas dénoncé ou pas vraiment. Et ça m'a beaucoup, beaucoup dérangé. En dehors de ça, je trouve qu'il se passe vraiment pas grand-chose. On passe d'un personnage à l'autre, il y a aucun suspense, il y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'enjeu, il y a pas de... J'y ai trouvé très peu de choses en fait. Alors, je pense que pour moi, la saga des Casalettes, ça va s'arrêter au premier tome. Je ne lirai pas la suite. On reste dans du contemporain avec cette fois-ci une très très bonne lecture. J'ai lu Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, que j'ai dans les éditions Michel Lafon, donc en grand format, et qui traîne aussi dans ma palle depuis sa sortie, parce que je l'avais acheté vraiment quand il est sorti, et j'ai passé un excellent moment de lecture. On va être ici avec Roxane qui a créé un guide de voyage qui s'appelle Voyagelle. Un guide touristique spécial femme que Roxane a créé avec son amie Sam et auquel elle a adjoint un blog irrésistible où elle raconte ses péripéties dans tous les coins de France. Donc en fait, elle va aller visiter des hôtels, des lieux afin de peut-être les inclure dans ce guide de voyage. Et pendant qu'elle est sur place et qu'elle voilà, qu'elle va visiter ou goûter ce qui se fait dans tel ou tel restaurant, eh ben, elle écrit des petits articles sur son blog. Jusqu'au jour où elle va atterrir dans un hôtel qui s'appelle Au meilleur ami de l'homme. Et cet hôtel a une particularité, c'est que chaque chambre a un animal à adopter, enfin un petit chien ou un petit chat sont assignés à telle ou telle chambre. Et quand vous logez dans cette chambre, vous pouvez l'adopter ou pas en repartant, voilà. L'emmener avec vous dans vos valises. Roxane, elle va pas très très bien, je vous laisserai ça découvrir, mais voilà, elle atterrit dans cet hôtel, elle fait plein de rencontres, il va y avoir vraiment des liens qui vont se tisser avec plusieurs personnages et c'était vraiment très très chouette. La thématique qui est abordée est bien traitée, c'est fait avec légèreté
Et vraiment, c'était un super moment de lecture, je vous le recommande. En plus, je trouvais qu'il allait bien pour l'été avec cette couverture très colorée. Donc, si vous voulez un livre qui fait du bien, qui va vous aider à vous détendre, à vous vider la tête, mais tout en étant quand même bien écrit, je trouve, et voilà, ça se lit tout seul, eh voilà, je vous le recommande. On passe à de la fantaisie. J'ai fini une trilogie qui est la trilogie The Prison Healer. J'ai donc terminé le tome 3 qui s'intitule The Blood Traitor de Lynette Noni, qui était paru chez... C'est chez qui ça? En grand format, chez Hachette bien? Oui, chez Hachette Roman. J'avais eu un immense coup de cœur pour le premier tome. J'avais vraiment adoré. Et le tome 2, j'avais un petit peu moins aimé. Et le tome 3, j'ai un petit peu moins aimé aussi. On va être dans une histoire de fantasy où on va suivre Kila, je ne sais plus exactement. Et on va être dans une histoire où il y a des pouvoirs. Je ne peux pas trop vous en parler, c'est un tome 3. Mais dans le premier tome, on commence par la suivre. Elle est emprisonnée et on apprend très vite que son père est décédé dans cette prison aussi. Et un jour va arriver dans l'infirmerie, parce qu'elle travaille dans l'infirmerie, elle a des connaissances dans les plantes et tout ça, donc elle est guérisseuse dans cette prison. Va arriver la reine des rebelles, elle est grièvement blessée et elle reçoit très rapidement un message qui lui dit ne la laisse surtout pas mourir. Et elle espère que ça vient justement, elle pense que ça vient de sa famille qui est à l'extérieur et qui vont bientôt venir les délivrer. Dans le premier tome, il se passait 1000 trucs. Je m'étais très vite attachée au personnage, pas seulement au personnage principal, mais à certains personnages secondaires aussi, que j'avais trouvé vraiment très bien construits, très intéressants. C'était palpitant, vraiment, c'était un page turner. Je l'ai lu très très rapidement, j'avais adoré. Et ensuite, ma foi, pour la suite, j'ai un petit peu moins aimé. Aussi parce qu'il y a une romance qui s'installe, qui prend un peu plus de place peut-être. Et j'ai trouvé que ça tournait un petit peu plus en rond que dans le premier tome. Ça reste quand même une bonne lecture, mais voilà, ça ne sera pas un coup de cœur et c'est dommage. Parce que finalement, la saga ne sera pas un coup de cœur parce que les tomes 2 et 3 m'ont un peu moins plu quand même. Le deuxième ouvrage de fantasy que j'ai lu durant ce mois de juillet, c'est Le Bouffon de la Couronne de Thibaut Lafargue, édité chez Actu SF avec cette magnifique couverture. Et c'est pas que la couverture, l'ouvrage est juste extraordinaire. Il est en hardback, le papier est beau, c'est du beau papier. La mise en page est aérée, c'était vraiment très très agréable à lire. Et ici, on est sur un petit coup de cœur quand même. Je crois que c'est le premier roman de l'auteur et pourtant, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien abouti. Avec autant l'univers, les personnages, la plume, c'était vraiment très très chouette. C'est un premier tome, normalement il y aura une suite, je crois qu'il est prévu en duologie. J'ai vraiment très très hâte, je dois admettre que j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2. On va être ici avec Sebrine qui part, je ne vais pas vous dire comment, se retrouve à être le bouffon du roi. À la base, il n'est pas du tout destiné à ça, il a normalement d'autres projets, il y a d'autres projets pour lui, mais il lui arrive à un moment donné au début du livre quelque chose et ce quelque chose fait qu'il atterrit à la cour. Et il devient le bouffon du roi. Qui dit bouffon du roi dit être au courant un petit peu de tout parce qu'évidemment il est au sein de la cour, il est auprès du roi tout le temps, donc il entend ce qui se passe, il voit ce qui se passe, surtout qu'il se fait passer pour quelqu'un d'un peu simplet. Donc personne ne soupçonne qu'en fait il n'est pas simplet du tout et il comprend et il voit vraiment tout ce qui se passe. De là, forcément, il va y avoir des complots, il va être mêlé à des choses auxquelles il ne devrait pas, il va voir des choses qu'il ne devrait pas, il va en apprendre d'autres, il va se retrouver dans des situations parfois impossibles. Vraiment, c'était hyper intéressant, c'était trépidant, c'était vraiment très très bien. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré et j'ai très très hâte de lire la suite. Le personnage principal est très très attachant, vraiment j'adore ce personnage, j'espère que ça va bien se terminer pour lui. J'ai hâte de le retrouver et de voir ce qui va lui arriver.
Vraiment très très bon premier tome, je vous le recommande. Après, c'est peut-être pas accessible à tous, il faut quand même bien suivre parce qu'il y a, voilà, il y a quand même pas mal de personnages, il y a des complots politiques, il se passe plein de choses et il faut un petit peu s'accrocher, surtout que ben, il est pas petit, hein, il fait presque 700 pages je crois, ouais 640 pages environ, donc voilà, c'est quand même costaud pour un premier roman de fantasy peut-être, non. Sinon, pour tous les lecteurs de fantasy, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, je vous le recommande chaudement, vous allez passer un excellent moment de lecture. On passe au Cozy Mystery et je terminerai par un essai qui a été un gros coup de cœur. Alors, dans les Cozy Mystery, j'ai lu un Agatha Raisin pour le meilleur et pour le pire, qui est le tome... Est-ce que c'est... Je sais plus. Si c'est le 3, le 4, je me suis perdue. Je sais plus quel tome c'est. C'est le 4, je crois. Le 4 ou 5, je sais plus. Alors, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est de MC Beaton, toujours. Là, je l'ai lu dans une édition chez Albin Michel. Et je ne vais pas vous en parler trop longtemps quand même parce que, voilà, c'est un tome... c'est pas un premier tome. On va à nouveau suivre une enquête de Agatha Raisin. Je l'ai préféré au tome précédent, qui était Randonnée mortelle, je crois, où je vous disais que Agatha Raisin n'apparaissait pas tout de suite. Elle arrivait un peu plus tardivement dans l'histoire. Ça m'avait un petit peu gênée. Et voilà, j'avais trouvé un petit peu longuet cette mise en place avec ces randonneurs, et qui était très certainement nécessaire, mais voilà, je l'ai trouvé moins bien que les autres. Par contre, celui-ci, il était vraiment chouette parce que là, on rentre directement dans le vif du sujet, dans le premier chapitre. Je crois que c'est direct dans le premier chapitre qu'on a, on a le meurtre, tout se met en place très très rapidement et Agatha mène l'enquête. À nouveau, voilà, entre suspense et rire, parce qu'il y a vraiment des situations et des échanges qui sont très cocasses et très drôles avec Agatha Raisin. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et ben, bien évidemment que je vais lire la suite. Dans ce tome ici, on va avoir, je vais pas vous parler un peu du fil rouge du couple, d'histoire un peu amoureuse, enfin de cœur qu'il y a dans ce tome-là, parce que ça serait peut-être vous spoiler. Mais dans ce tome-là, on va avoir un cadavre, bien évidemment. C'est le cadavre de Jimmy qui est retrouvé mort au fond du fossé. Et dans ce tome-ci, Agatha et son voisin, James, vont être accusés du meurtre. J'ai ensuite lu le tome 4 d'été meurtrier d'Oxford qui s'appelle Point de glace sage par H.Y. Anna, publié aux éditions City. Alors là aussi, ben voilà, je ne peux pas vous parler de tout vu qu'on est dans un tome 4. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai lu déjà aussi le tome 5 là en début du mois d'août. Donc vous aurez mon avis dans le bilan d'août. Et ici, on est avec... tout est de votre faute si vous n'étiez pas venu fourrer votre nez dans les affaires des gens comme d'habitude. Passer une journée dans une ennuyeuse kermesse de village, très peu pour Gemma Rose. La jeune et dynamique propriétaire d'un petit salon de thé, mais c'était sans compter sur son insupportable mère qui a inscrit le chat de gouttière de Gemma au concours félin de la kermesse. Et elle va donc se rendre dans ce concours pendant cette kermesse. Et pendant le concours, il va y avoir un meurtre. Alors, il peut y avoir plusieurs suspects, étant donné que la personne qui est décédée n'était pas très aimée. Elle n'avait pas, voilà, c'était quelqu'un d'assez autoritaire, assez désagréable. Donc, il y a, voilà, plusieurs suspects, plusieurs personnes qui auraient pu avoir envie de la zigouiller. Je continue cette saga de Cozy Mystery avec grand plaisir. À chaque fois, je passe un excellent moment de lecture. Voilà, c'est une de mes sagas de Cozy Mystery favorites jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai toujours vraiment beaucoup de plaisir à retrouver les personnages, autant principaux que secondaires. Et voilà, c'est une saga que je vous recommanderai toujours sur cette chaîne. J'ai ensuite lu Les Improbables Détectives, le deuxième tome de Lucie M, qui s'intitule Quand la mouche panique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que le premier tome, Le coup de la bécasse, je crois que ça s'appelait, j'avais moyennement aimé la
protagoniste principal m'avait un petit peu tapé sur le système. Je n'avais pas accroché, j'avais pas eu d'attachement pour Carmen, elle s'appelle. Malgré que l'enquête voilà, avait été quand même sympa et tout, mais quand ça coince avec le personnage principal, c'est mal barré en général. Et ma foi, dans ce deuxième tome, c'est passé un petit peu mieux. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture. On va être ici avec toujours Carmen qui pouvait se contenter de savourer tranquillement sa retraite en compagnie de son chat, l'inspecteur Derrick, ça c'est le nom du chat, et de son chien, le lieutenant Colombo. Sa vie serait tellement simple. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est jouer à la détective et fourrer son nez partout. Voilà pourquoi, lorsqu'elle apprend qu'un mystérieux accident de voiture a coûté la vie à la fleuriste de Saint-Bézin, elle ne résiste pas. Que faisait cette paisible vieille dame sur une route de montagne en pleine nuit? Pourquoi tout le monde convoite-t-il ce hangar derrière la boutique de fleurs? Et que vient faire cet odieux jeune rappeur-youtubeur dans l'histoire? Carmen entraîne alors ses amis, la malicieuse Nora, le naïf Alfred et l'impétueux ancien militaire André, dans une enquête qui va se révéler bien mouvementée. Oui, si seulement Carmen O'Connor pouvait se contenter de savourer tranquillement sa retraite, elle s'éviterait bien des désagréments, dont celui d'être devenue à son tour la cible du tueur. J'ai trouvé beaucoup plus sympa, beaucoup plus drôle aussi. Enfin, il m'a semblé que j'ai trouvé 2-3 passages qui m'ont bien fait rigoler dans les échanges entre les personnages, surtout avec ce André là, ce retraité militaire, c'est ça, qui veut toujours raconter voilà, ce qui lui arrive à la guerre. Il a toujours plein d'anecdotes et puis à chaque fois il se fait couper la parole parce que tout le monde veut changer de sujet. Ils ne veulent pas le laisser partir dans ses innombrables explications, dans ses souvenirs et tout ça. Et puis voilà, c'était drôle, l'enquête était sympa. Alors voilà, ça reste du Cozy Mystery, ça reste léger, ça reste voilà, sans bain de sang, sans rien de trop voilà, glauque ou gore. Et j'ai pas trouvé de tome 3. Donc je pense que l'autrice a arrêté d'écrire. Il n'y a eu que 2 tomes. Je crois que je vous disais dans une vidéo que celui-ci est paru en 2023 déjà. Donc ça va faire 2 ans et on n'a pas de suite. Donc c'est bien dommage, parce qu'il y avait eu un tome 3, je pense que je l'aurais lu. On passe à un essai que j'ai lu durant ce mois de juillet et qui a été une lecture incroyable. C'est un essai qui a été écrit par Titu Lecoq qui s'appelle « Pourquoi l'histoire a effacé les femmes ». Je l'ai énormément annoté, j'ai trouvé cet essai hyper intéressant du début à la fin, puisque Titu Lecoq part vraiment depuis la préhistoire et nous montre de quelle manière s'est mis en place le patriarcat. Je dois avouer que par moments, j'ai été très en colère parce que il y a des choses dans notre quotidien ou qui sont ancrées dans nos coutumes, dans notre dans notre mode de vie qui n'est pas normal, qui n'est pas venu naturellement, qui a été mis là en place exprès pour soumettre les femmes, pour les effacer et pour, voilà, pour les faire disparaître, autant en littérature que dans l'art, que dans la vie de tous les jours. Et il y a pas mal de choses que moi, j'avais pas conscience et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines choses. Je me suis dit, oh, mais c'est vrai, ça c'est comme ça, c'est pas normal et ça a été mis en place par les hommes pour que ça soit comme ça. Et j'ai été un petit peu bousculée par cet essai. J'ai remis en question pas mal de choses et vraiment ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres. Et j'ai vraiment envie de vous donner envie de le lire, que vous soyez une femme surtout, mais aussi si vous êtes un homme. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas conscience de la moitié des choses qui sont dans cet essai. Qui n'ont pas connaissance de cette mise en place par les hommes à l'époque. Et ça serait bon qu'ils en prennent connaissance. Vraiment, c'est un essai à lire absolument. J'ai pas lu énormément d'essais sur le féminisme jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que je suis un peu novice. Je n'ai pas de point de comparaison. Je ne peux pas vous dire si, waouh, ça c'est super bien parce que j'ai lu d'autres trucs avant et je peux comparer. Ou si je peux dire, ouais, bon, oui, c'est bien, mais sans plus parce que j'ai lu plein d'autres trucs meilleurs avant ça. Mais du peu que j'ai lu, en tout cas, j'ai été subjuguée, très intéressée.
et ouais, remuer, comme je vous disais. Et franchement, c'est un essai à mettre entre toutes les mains, à mon avis, et à offrir. Pourquoi pas? Franchement, je pense que c'est le number one du mois de juillet. C'est ma meilleure lecture parce que j'y ai appris plein de choses et puis parce que ça m'a fait quand même un petit peu grandir, je pense. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous faites de votre côté de très très belles lectures. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite par ici ou ailleurs. Salut!